Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 18h15. Je déclare donc la séance du Conseil de communauté ouverte. Je vous propose de désigner Madame Séverine Vic, la benjamine de notre Assemblée, comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Pas d'obstacle. Je vous en remercie. Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre Assemblée et demander à Monsieur Adrien Nave d'assurer cette charge. Monsieur Nave, je vous passe la parole. Ah ouais, pas prêt. Monsieur Bernard Weisbecker, Madame Martine Arlabos, Monsieur Franck Dersin, Monsieur Francis Bassemont, Madame Karima Benarab, Monsieur Christian Hutin, Monsieur Damien Carême, Monsieur Patrice Vergrit, Monsieur David Bayeul, Madame Isabelle Kerkhoff, Monsieur Bertrand Ringot, Monsieur Léon Devlois, Madame Catherine Verlinde, Monsieur Éric Rommel, Monsieur Sonny Clincard, Madame Monique Bonin, Monsieur Jean-Luc Darcourt, Monsieur André Henbert, Monsieur Jean Decolle, Monsieur Claude Charlemagne, Monsieur Jean-Luc Godblot, Monsieur Roméo Ragazzo, Madame Fabienne Castel, Monsieur Jean-François Montagne, Madame Leila Nedji, Monsieur Johnny De Coster, Monsieur Jean-Yves Frémont, Monsieur Didier Bikoff, Madame Barbara Bayeul-Rouchard, Madame Josiane Algot, Madame Régine Martel, Madame Isabelle Fernandez, Madame Jannick Landy, Monsieur Stéphane Gouvard, Madame Isabelle Bulté, Madame Julie Bécard, Monsieur Jean-Philippe Titeka, Monsieur Bernard Faucon, Madame Sabrina Kelaf, Monsieur Jean-Yves McClive, Monsieur Bernard Monté, Monsieur Martial Bayard, Monsieur Cyril Gaillard, Madame Mélanie Lemaire, Madame Patricia Lessieux, Monsieur Laurent Van Echem, Madame Martine Cotteville, Madame Diana Dequitte, Madame Annette Disselkamp, Monsieur Régis Douillet, Madame Nadia Farissi, Monsieur Guillaume Florent, Monsieur Guy Lécluse, Monsieur Pascal Lequien, Monsieur Alain Van Raffelgem, Madame Gracienne Daman, Madame Joëlle Croquet, Monsieur Thomas Fraga, Madame Séverine Vic, Madame Marjorie Voiturier, Madame Alice Varé, Monsieur Frédéric Vanille, Monsieur Michel Thomasek, Monsieur Jérôme Soisson, Monsieur Alain Simon, Madame Catherine Serret, Madame Stéphanie Pirenne, Monsieur Yves Panquin, Monsieur Olivier Berthe, Madame Nicole Lustre, Monsieur Jean-Christophe Plaquet, Madame Marilyn Vandenbosch, Madame Claudine Barbier, Madame Laetitia Millois, Monsieur Philippe Emery, Madame Martine Fortuit, Monsieur Adrien Nave, présent. Merci, Monsieur Nave. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc délibérer. Auparavant, je souhaiterais revenir sur plusieurs éléments d'actualité, comme je le fais à l'accoutumée. Tout d'abord, nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Marie-Thérèse Carême, maman de Monsieur Damien Carême. Monsieur le vice-président, au nom de l'ensemble du Conseil, je vous adresse nos plus sincères condoléances et tout notre soutien dans ce moment douloureux. Au chapitre économique, les groupes de travail des États généraux pour l'emploi local avancent dans leurs réflexions avec beaucoup d'idées et d'énergie, je dois l'avouer. Merci aux vice-présidents et aux membres de la société civile qui y participent activement. Du côté des entreprises en difficulté, les dossiers Europipe et Ajinomoto en sont au stade de la recherche d'un repreneur. Pour Ajinomoto, 2 postulants ont déjà été accueillis sur site. Le retrait de l'américain NutraSuite du marché de l'aspartame a quelque peu modifié la donne de la concurrence internationale et ouvre sans doute davantage de chances à notre usine gravelinoise. Pour Europipe, c'est au printemps 2015 que nous connaîtrons le résultat des démarches engagées et les repreneurs potentiels sont actuellement contactés par un cabinet spécialisé. S'agissant de SRD, négociations sont en cours entre l'actionnaire, le groupe Colas et les salariés.
Comme vous le savez, je suis allé à Boulogne-Billancourt rencontrer le PDG de Colas. L'échange a été courtois, je dois dire, mais ferme. Et j'ai rappelé notre détermination à défendre l'emploi local. Je me suis également rendu à la rencontre des salariés avec qui je garde le contact. La communauté urbaine, avec l'ensemble des vice-présidents, restera vigilante quant à l'avancée de cette discussion pour veiller à la fois à l'intérêt des salariés, mais aussi à l'intérêt du territoire. L'actualité économique locale est aussi marquée par des nouvelles positives. Après l'arrivée d'Ecofos, AstraZeneca vient de rendre public son plan de développement grâce à une bonne stratégie de conquête du marché américain. Le groupe néerlandais Damen Shipyards, qui a racheté les Arnaud en 2011, a annoncé sa volonté de développer la construction navale à Dunkerque. Enfin, le Grand Port Maritime a présenté son programme stratégique de grands travaux pour la période 2014-2018. J'y augure aussi de belles perspectives. Au chapitre mobilité, le 13 décembre, la ligne ferroviaire Calais-Dunkerque, dans sa version électrifiée, si je puis dire, a été inaugurée. Cette nouveauté constitue une avancée pour les voyageurs au quotidien, mais aussi en termes de perspectives économiques, notamment pour le Grand Port Maritime. Par ailleurs, nous avons lancé une première série de réunions de concertation sur les mobilités internes à l'agglomération. Tous les sujets ont été évoqués avec les habitants, avec à chaque fois une bonne participation aux réunions et des débats de grande qualité, je dois dire. Notre ambition en matière de transport collectif fait notamment l'objet d'un grand intérêt dans ces débats. À ce sujet, Damien Carême et moi-même avons rencontré mardi matin les syndicats et la direction de la STDE pour évoquer ce qui s'est passé le vendredi 12 décembre. Après une tentative de braquage au cours de laquelle le dispositif de sécurité protégeant le chauffeur a fonctionné, les conducteurs ont interrompu leur service pendant une journée et demie, laissant de nombreux jeunes collégiens et lycéens, des personnes âgées ou en situation de handicap, sans solution pour rentrer à leur domicile. Cette situation a mis en insécurité un grand nombre de personnes vendredi soir. Et nous avons indiqué aux chauffeurs la nécessité d'une plus grande attention à la continuité du service public à l'avenir. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les différents CLSPD dédiés à ce thème ces derniers mois, nous avons aussi parlé de la sécurité dans les bus. J'ai demandé à la STDE de hiérarchiser une liste d'actions à mettre en œuvre pour renforcer la sécurité des chauffeurs et des usagers. De l'éclairage public, des arrêts à la politique de prévention, plusieurs thèmes ont été abordés et Damien Carême aura l'occasion d'y revenir à l'issue de la démarche lancée. Dans un tout autre registre, je tenais également à vous informer que le local Grand Froid avait ouvert ses portes le 1er décembre. Enfin, la cérémonie de la Sainte-Barbe en ces locaux a été l'occasion pour moi de rappeler la nécessité de la construction d'un nouveau centre de secours. Le contexte des élections départementales doit être l'occasion pour les candidats de rappeler qu'un engagement ferme du Conseil général est indispensable sur ce point. Et pour finir sur une touche plus humoristique, je souhaite un joyeux anniversaire à Sonny Clincard aujourd'hui, donc qui a décidé de nous offrir un pot à l'issue de cette assemblée. Voilà. Alors, revenons à nos délibérations. Je vous ai adressé le 1er décembre dernier le procès-verbal de la séance du 16 octobre. Y a-t-il des remarques à formuler? Monsieur Nave, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, sur le procès-verbal du 16 octobre, en page 83, sur la retranscription du débat sur la motion, suite à nos échanges où je vous ai expliqué que vous n'étiez pas au-dessus des lois et qu'il y avait le CGCT qui permettait aux élus de s'exprimer, vous avez essayé de justifier votre refus d'exposition de notre motion par le fait que le défi Bleu Marine jouait sa victime. Juste après mon intervention, où c'est écrit hors micro, c'est la loi, je ne suis pas victime, c'est la loi. Il manque votre intervention. Je cite par rapport au DVD.
Mais j'aime bien quand vous faites votre victime. Allez, je vous laisse la parole. Présentez votre motion. Il serait bien que cela puisse être ajouté sur le PV. C'est ensuite noté, cette proposition est adoptée à l'unanimité. C'est inexact, puisqu'il n'y a pas eu de vote, et votre propos, allez, je vous passe la parole, présentez votre motion, confirme cette absence de vote. Donc, cette phrase est à retirer. Revenons, page 32. Au niveau de la mise en cause personnelle à mon égard du président de la commission d'appel d'offres. Je cite, « Tous les lundis, nous nous réunissons en commission d'appel d'offres, dont M. Nave est membre. Je ne l'ai jamais vu dans la réunion de la commission d'appel d'offres. Alors, en toute modestie, en ne pensant pas que vous oseriez mentir, je n'ai pas voulu répondre sur le coup. J'ai d'ailleurs réagi par la suite. » Attendez, est-ce qu'il s'agit d'un commentaire sur le procès-verbal? Bien sûr. Par rapport à ce qui a été dit en séance. Je vous sens faire des digressions dangereuses par rapport au point. J'y viens, je suis toujours sur le PV. Oui, donc vous contestez des éléments du procès-verbal de ce qui a été dit ce jour-là. Bien sûr. Alors allez-y. Il y a donc ici quelques vérités à rétablir. Premièrement, non, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. On vous demande pas de répondre. On vous demande pas de répondre à ce qui a été dit. Je ne réponds pas, je conteste le paragraphe. On vous demande, vous contestez l'écriture d'un procès-verbal. Donc dites ce que vous contestez dans l'écriture du procès-verbal. Je conteste et je vous dis pourquoi je conteste. Et je dis, donc si vous me laissez finir, vous verrez pourquoi je conteste. Je conteste parce que premièrement, nous ne sommes pas membres suppléants de cette commission et nous ne sommes que suppléants et non titulaires. Ce n'est pas sur le fond qu'on vous demande de contester. Est-ce qu'il y a des propos qui ont été repris dans ce procès-verbal et qui n'ont pas été tenus ou qui ont été mal enregistrés? C'est ça la question par rapport au procès-verbal. Donc on vous demande, est-ce qu'il y a des propos qui ont été mal enregistrés lors de cette séance? Je ne vous demande pas de dire si votre avis, encore une fois, vous avez l'habitude de donner votre avis sur tout. Je ne vous demande pas l'avis sur ce qui a été dit ce jour-là. Je vous demande est-ce que des propos ont été mal enregistrés? Il n'y a pas d'avis à donner. Il y a ici un propos diffamatoire et mensonger. Et je tiens à rétablir la vérité, qui est tout à fait dans le cadre de l'approbation de ce procès-verbal, puisque je conteste ce paragraphe. Donc vous avez terminé? Non, bien sûr que non. Nous sommes membres suppléants et pas titulaires. Donc à ce titre, nous ne recevons pas les convocations pour siéger à cette commission. Encore une fois, je répète, alors on va s'arrêter là. Non, bien sûr que non. Si, on va s'arrêter là. Mais non, il y a des propos on va s'arrêter là parce que je vous ai expliqué trois fois. Je vous ai expliqué 3 fois que la contestation... Vos explications ne tiennent pas la route. Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez le micro. Je vous ai expliqué 3 fois que la contestation d'un procès-verbal, c'est par rapport à ce qui a été dit en séance précédente. Ça fait 3 fois que vous répondez à côté. Je vous demande une dernière fois, si vous contestez une écriture du procès-verbal, vous la contestez directement. Vous ne faites pas de circonvolution autour de ce qui a été dit. On n'a pas de temps à perdre avec vos avis inutiles. Donnez la parole à M. Nave. Donc je conteste ce propos et demande publiquement à M. Decool de s'excuser pour cette diffamation. J'ai la preuve ici, puisque j'ai le compte rendu de la commission d'appel d'offres, que je ne suis pas titulaire de la convocation. Et que sur 11 élus présents lors de cette commission du 20 octobre, seulement 5 étaient présents de vos élus. Vous coupez le micro, on va arrêter là, puisqu'il n'y a pas moyen de se faire comprendre. Je comprends, Monsieur Nave, que vous ayez des difficultés de compréhension du français. Vous avez des problèmes de compréhension du français, on l'a déjà souvent repéré. Très bien. Bien sûr. Bien sûr. Bien. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal. Donc on a eu la mention de M. Nave. En dehors de M. Nave, tous les autres sont d'accord. Qui est contre? Très bien. M. Emery, vous êtes contre? Très bien. M. Nave, Mme Fortuit, d'accord. Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Monsieur Bailleul, vous avez 2 délibérations. Jamais simple, Monsieur le Président, de passer après des débats tels que celui-ci.
diffamer. Diffamer, ça n'est pas de La Fontaine, hein, c'est on le prête à Richelieu, ce mot-là. Ça, c'était pour la minute culturelle. Sinon, Sony, je te souhaite un joyeux anniversaire. Si j'avais su, j'aurais ramené un gâteau. Mais celle-là, elle était facile. Plus sérieusement, une aide aux entreprises que je vous demande de voter pour la coopérative maritime de Dunkerque, qui est la gestionnaire de la Criée, et qui a besoin d'équiper et d'améliorer ses équipements actuels, avec le changement de la grue de déchargement du quai, l'installation de nouvelles bornes d'alimentation et l'achat d'une machine à production de glace. Oui, c'est mieux pour avoir des produits frais. Il est un projet global qui a été établi à 305 200 €. La CUD participerait pour un montant, si vous le voulez bien, de 51 884 €, sachant que nous rentrerions là dans ces théories des dominos en termes de subventions, c'est-à-dire que si une collectivité du territoire abonde, ça permet de déclencher également des fonds européens et des fonds régionaux, ce qui permettrait de diminuer fortement la facture et la possibilité pour cette entreprise, importante d'ailleurs au demeurant, d'améliorer fortement son équipement. Je vous invite donc à voter cette délibération pour un montant de 51 884 €. Vous souhaitez que je fasse les deux, Monsieur le Président? Et une autre demande de subvention pour un montant un peu moindre, puisqu'il s'agit d'un montant de 28 800 € pour un domaine tout aussi important, puisqu'il s'agit d'aider à renouveler notre partenariat avec la plateforme d'innovation IFRET. IFRET, c'est un domaine de compétences qui nous est cher, puisqu'il s'agit d'une plateforme d'innovation dans le domaine de la logistique. Vous vous doutez bien qu'une grande ville adossée à un grand port a besoin d'avoir une logistique performante et toujours essayer de trouver des moyens nouveaux pour obtenir toujours plus en logistique, réduire les délais, permettre le déchargement plus rapide. Donc nous sommes à leur côté depuis plusieurs années et je vous propose que la CUD continue d'aider à hauteur de 28 800 €, ce qui ne fait même pas 10% du budget prévisionnel du programme. Voilà ce que je vous demande de voter aujourd'hui, si vous le voulez bien. Très bien. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Emery. Oui, l'observation porte sur la délibération numéro 2, la subvention de fonctionnement à la plateforme d'innovation IFRET. Quand on regarde le compte-rendu financier, et surtout quand on regarde l'annexe au compte-rendu financier de l'action qui est signé par le directeur général de l'association, on n'y retrouve pas un certain nombre d'éléments sur lesquels nous aimerions avoir des explications. Les cotisations ont été de 266 000 € alors qu'il y avait un prévisionnel de 300 000 €. Et les contributions privées, c'est encore plus inquiétant, qui étaient prévues au prévisionnel à 170 000 € sont passées à 125 000 €. Dans le même temps, cette association a des charges en rémunération de personnel et charges sociales. On est au million d'euros, certes en baisse par rapport au budget prévisionnel. Et ce qui nous a un peu interpellé, c'est dans le compte-rendu financier de l'action, dans autres informations diverses et légales, conformément à l'article 20 relatif au volontariat associatif et à l'engagement associatif, les rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles ainsi que leurs avantages en nature sont les suivants. Et nous avons quand même des rémunérations à hauteur de 121 000 € bruts pour la plus élevée. Alors nous n'avons pas de jugement. Il est évident que la compétence et l'expertise doivent être rémunérées à leur juste valeur, mais il y a une interrogation qui est liée au fait que cette plateforme est subventionnée, on va dire, à 80% à peu près par l'argent public, qu'elle a vocation à associer également des privés de manière à faire cette action de lobbying qui est nécessaire, hein, parce que fondamentalement, nous allons voter cette délibération. Une crainte parce qu'à partir du moment où les contributions privées se retirent de 170 à 125 000,
Les cotisations passent de 300 à 266 000, de 300 à 266 000. Il y a quelques interrogations et inquiétudes sur le devenir et l'avenir de cette plateforme que nous soutenons sur le fond, comme nous soutenons sur le fond toutes les actions en faveur de la recherche, de l'innovation et des pôles de compétitivité. Merci de vos réponses. Merci. D'autres interventions ? Non. Monsieur Bailleul, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Deux remarques, effectivement, on parle de rémunération ou d'avantages élevés pour les cadres dirigeants. Je rappelle qu'au niveau de la communauté urbaine, nous nous engageons sur un montant de 28 800 €. On n'est pas du tout sur les chiffres qui ont été cités là. Il n'empêche qu'il faut avoir une vigilance accrue de ces deniers publics, j'en conviens. Effectivement, je rejoins, moi, un propos qui est de dire on a de plus en plus de désengagement des partenaires privés, même de temps en temps des partenaires institutionnels. Il suffit de voir les chambres consulaires, par exemple, ou bien on laisse faire et les pouvoirs publics ne substituent pas leurs fonds aux fonds privés et on voit disparaître des structures qui, comme vous l'avez dit, ont un rôle essentiel en tant que moteur et d'innovation dans l'économie, ou alors on joue le rôle qui est le nôtre, cette volonté à la communauté urbaine de Dunkerque franchement affichée de promouvoir l'action économique et le développement économique, vecteur d'emploi et encore d'emploi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous le faisons dans d'autres domaines. Nous verrons tout à l'heure que certaines subventions comme celle à Dunkerque Promotion évoluent. Et c'est normal parce que la volonté du président, de l'exécutif et de tout ce conseil de communauté, c'est de porter avant tout ce projet économique sur notre territoire. Donc on peut se poser la question et en même temps, vous l'avez bien compris, en cette période de crise, on ne peut pas reculer. On est obligé d'investir dans ces domaines et on est obligé d'aider cette plateforme d'innovation. Donc bien évidemment, vigilance. Je vous donnerai tous les éléments de réponse avec les services, mais obligation d'y aller, sinon qui va y aller? Merci. Je vais passer au vote. Délibération numéro 1, qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour, je vous en remercie. Délibération numéro 2, qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour, je vous en remercie. Monsieur Dersin, vous avez une délibération. Oui, j'en avais une parce que, Monsieur le Président, compte tenu de l'évolution récente d'éléments importants concernant ce dossier, compte tenu également de l'annulation du conseil d'administration de l'aéroport de Calais qui était prévu ce jour, je vous demande de remettre à plus tard cette délibération. Oh, c'est dommage. C'est vrai, pour une fois que j'en avais une. Très bien. Donc cette délibération est reportée. Monsieur Westbecker, vous avez une délibération. Merci, Monsieur le Président, et je suis prêt. Donc, l'action foncière constitue, comme vous le savez, l'ensemble des réglementations, moyens, ressources et outils mis en œuvre pour assurer l'administration des sols. Dans le contexte actuel, le foncier est de plus en plus cher et face à la nécessité croissante d'économiser l'espace, de lutter contre l'étalement urbain, et de lutter contre un solde migratoire négatif pour la communauté urbaine, la mise en œuvre d'une stratégie foncière est le corollaire indispensable à toute politique de développement urbain et d'aménagement. Une politique foncière ambitieuse s'avère indispensable pour anticiper la maîtrise des secteurs stratégiques à long terme, pour mobiliser le foncier nécessaire aux infrastructures et aux opérations d'aménagement, mettre en œuvre des politiques publiques de l'habitat, du développement économique, de protection des ressources naturelles. La collectivité ne pouvant se substituer systématiquement à l'initiative privée, il lui appartient de déterminer quand il est nécessaire d'utiliser l'action foncière, levier principal de cette stratégie, et dans quel contexte cette intervention foncière directe doit s'exercer. Le programme d'action foncière doit donc être le pilier de la stratégie foncière de la communauté urbaine de Dunkerque. Le 15 décembre 2005, pour revenir un peu en arrière, le Conseil de communauté a adopté son premier plan d'action foncière. Celui-ci portait exclusivement sur les politiques de renouvellement urbain et de l'habitat. Il se déclinait sur 5 mesures destinées à amplifier la production de terrains constructibles, de faciliter la réalisation de logements sociaux en neuf ou en acquisition-amélioration, de favoriser l'accession abordable et soutenir les communes par la prise en charge d'une partie du déficit foncier
des opérations portées par elle et sur la reconquête urbaine des dents creuses. Il vous est proposé aujourd'hui de bien vouloir adopter un nouveau programme d'action foncière qui couvre l'ensemble des champs thématiques d'intervention de notre établissement public, établi sur 9 axes prioritaires en termes d'acquisition, de subvention, de gestion, de valorisation, de développement et d'amélioration des politiques publiques. Les orientations stratégiques de ce programme sont les suivantes. Renforcer le tissu urbain et réduire les inégalités. Équilibrer l'offre locative sociale et améliorer les parcours résidentiels. Dynamiser le centre d'agglomération. Assurer la continuité du territoire en matière de biodiversité. Développer l'offre foncière économique et touristique. Valoriser le patrimoine. Mobiliser le foncier nécessaire à la réalisation des infrastructures, des réseaux et des équipements. Apporter un appui foncier aux communes. Mettre en place des outils de performance et d'amélioration de la politique publique. Le document joint à la présente délibération détaille les objectifs opérationnels de chaque axe, les modalités d'intervention et les outils mis en œuvre, ainsi que les indicateurs de réalisation qui permettront l'évaluation de ces différentes actions, évaluation qui prendra lieu chaque année. Voilà, Monsieur le Président, pour ce programme, ce plan d'action foncière. Merci, Monsieur Weisbecker. Y a-t-il des observations? Monsieur Emery. Oui, nous avons plusieurs observations sur cette délibération. Il a bien été dit qu'elle est comparée au plan qui avait été adopté en décembre 2005 et qui comportait 5 mesures. 5 mesures, nous pensons que ça peut déjà être beaucoup, mais effectivement, on définit des axes stratégiques. En général, quand on définit des axes stratégiques, on en définit 2, 3, voire 4, mais pas au-delà. Et ici, vous nous parlez de 9 axes prioritaires. À partir du moment où les priorités sont au nombre de 9, il devient, en termes de méthodologie, difficile de concrétiser ces priorités, parce qu'une priorité, comme cela veut le dire, c'est être en premier. Donc on ait 2, 3 priorités. Je crains que ce programme d'action foncière tel qu'il nous est exposé soit à la fois trop touffu et s'égaye. En particulier, il y a un axe, l'axe 9, mettre en place des outils de performance et d'amélioration de la politique publique. Au moment où on parle de mutualisation, au moment où on parle de réduction des dépenses de fonctionnement, examinons un peu cet axe 9. Améliorer la connaissance et l'information, observation foncière, e-administration, amélioration des outils de connaissance, mise en place avec l'agence d'urbanisme d'un observatoire foncier. Mais vous savez que l'ensemble des mutations passe par les notaires. Vous avez là, au niveau de cette profession, un ensemble d'outils statistiques par leur chambre syndicale qui pourraient aisément peut-être être adaptés puisqu'il l'est pour leurs propres besoins. Mais à l'évidence, il y a dans le lien qu'on doit toujours renforcer entre le public et puis la société civile, il y a des outils statistiques qui existent, et plutôt que d'aller dépenser peut-être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, nous ne savons pas, puisque ce programme d'action foncière, sauf à ce que nous ayons mal lu, n'est pas véritablement budgété. C'est, on va dire, une délibération cadre qui pose un certain nombre d'éléments. Voilà, il y a sur ce sujet certainement des efforts à faire. Nous y trouvons comme axe qui, à notre avis, vient conforter notre propos, assurer la continuité du territoire en matière de biodiversité, certes, mais le programme d'action foncière n'est pas fait pour cela au départ. Alors qu'il s'inscrive que dans le schéma de la trame verte et bleue, oui, pourquoi pas, mais si le schéma est prescriptif, il s'y inscrit, mais ne le mettons pas comme un axe si le schéma est prescriptif.
voilà, je pense que franchement, vous gagneriez en lisibilité en ayant des orientations stratégiques plus resserrées. Et ce que nous regrettons, nous, et où nous aurions mis l'accent, avant de parler de programme d'action foncière, nous pensons que la priorité absolue, c'est la mise à niveau de l'existant avec tout ce qui est lié à l'amélioration énergétique. Et nous constatons aujourd'hui, mais il n'est qu'à passer dans les rues pour voir ce qui est à louer, ce qui est à vendre, qu'il y a aujourd'hui une offre de logement qui est supérieure à la demande. Alors, certes, pas répartie de manière uniforme sur le territoire, et il peut y avoir certains quartiers plus ou moins en tension, mais d'une manière générale, il faut porter ses efforts, je vous le dis, sur la mise à niveau de l'existant pour le rendre attractif, accessible, plutôt que construire du neuf, et participer de ce fait à la fois à l'étalement urbain et à la réduction des surfaces agricoles qui, je pense, sont des mauvais axes, des mauvaises directions. Voilà les remarques que le groupe des Fibles Marines voulait vous faire sur ce plan d'action foncière et surtout les propositions pour une action foncière dans deux sens différents, l'amélioration de l'existant et utiliser les outils statistiques existants dans la société civile. C'était long. Et pour pas grand-chose. Hein. Quand on connaît un peu le sujet, c'était vraiment long pour pas grand-chose. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Felgem. Président, je serai plus court. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, parmi les orientations stratégiques de ce programme d'action foncière que nous approuvons et que nous soutenons totalement, je constate avec plaisir la volonté de valoriser notre patrimoine. Vous le savez, il existe à l'est du territoire communautaire un élément de notre patrimoine particulièrement exceptionnel. Je veux parler, vous l'avez compris, Monsieur le Vice-président, du Fort des Dunes. Exemple remarquable de l'architecture militaire imaginée par le général Serré de Rivière, le rôle joué par cet édifice, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, en fait un haut lieu de la mémoire des conflits contemporains. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à la ville de Lefrancouc, à l'association du Fort des Dunes, à toutes celles et à tous ceux qui ont permis de préserver cet élément de notre patrimoine. Grâce à la capitale régionale de la culture en 2013, des travaux importants ont pu être réalisés. En effet, ce superbe témoin de l'architecture militaire du XIXe siècle a désormais vocation à être un site culturel, patrimonial et un lieu de mémoire. Mais pour ce faire, Monsieur le Président, ne faudrait-il pas que le Fort des Dunes devienne un équipement communautaire afin de faciliter sa valorisation et son développement? Merci. D'autres observations? Monsieur Westbecker? Oui, Monsieur le Président, juste peut-être une ou deux petites précisions. Concernant l'action de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, il est évident qu'elle n'occasionnera aucun frais supplémentaire, puisque l'agence d'urbanisme s'occupe déjà de l'observation des marchés fonciers. Le département d'action foncière communautaire, qui reçoit les notaires, évidemment, entre en contact avec la GUR pour définir ses consommations foncières, l'état des marchés fonciers, les processus de valorisation et de dévalorisation. En ce qui concerne le schéma de cohérence écologique et les trames vertes et bleues, ce sont aussi des questions qui sont déjà discutées avec chaque commune pour la déclinaison de leur PLU et du PLEI, du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ce n'est pas non plus une charge supplémentaire. À noter quand même qu'un élément semble principal, c'est le degré de prescriptivité de ce schéma. Il n'est pas encore bien établi et les semaines à venir vont obliger le gouvernement à se décider. En ce qui concerne l'action précédente de 2005 jusqu'à maintenant,
Bon, moi, je n'étais pas à la communauté urbaine en 2005, mais je peux vous dire quand même que, de mémoire, le plan d'action foncière avait mis en œuvre 68 millions d'euros, dont 45 avaient été couverts par la communauté urbaine et 23 par l'établissement public foncier. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un plan d'action foncier amène des recettes. Et dans ce plan-là, il y avait eu 22 millions d'euros de recettes. Donc voilà en gros ce qu'avait mobilisé le plan précédent. Et comme je vous le répète, chaque année, nous aurons à faire l'évaluation en cours du plan que nous allons mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur Darsin. Dans le cadre donc, de l'interpellation de M. Van Felgem sur le fort des Dunes, je tenais à dire que c'était un élément de tourisme de mémoire qui nous importait beaucoup. On en a parlé avec Monsieur le maire de Lefrancouc. J'en ai parlé également avec le président du syndicat intercommunal Dunes de Flandre, M. Paul Christophe, qui est attaché aussi à cet élément de patrimonial, et que nous comptons bien, dans le cadre du PPI, intervenir sur ce dossier. Merci. Merci de répondre à ma question, Monsieur le vice-président Toury. Très bien. Très bien, je vous propose de passer au vote sur la délibération numéro 4. Qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Madame Verlinde, vous avez 3 délibérations. Oui, effectivement, Monsieur le Président. La première concerne une convention partenariale avec les organismes de logements sociaux sur la vente de patrimoine. Il faut savoir qu'en juin, la première conférence des adjoints au logement, ce sujet de vente des logements sociaux a été une thématique très forte et que plusieurs communes se posent des questions particulières par rapport à ça et ont de fortes attentes sur ce sujet. Il faut savoir également que pour un bailleur social, la vente d'un logement dégage une plus-value financière qui permet de nouvelles opérations ou des réhabilitations. Pour un locataire, la vente d'un logement social constitue un moyen d'accession à une propriété sécurisée. Sur les 5 dernières années, le prix moyen de vente de logement social était ainsi de 90 000 €. La communauté urbaine de Dunkerque, participant de manière volontariste à la production de logements sous la forme de subventions, de valorisation foncière et de garantie d'emprunt, il est donc très nécessaire de travailler avec ses interlocuteurs privilégiés, que sont les bailleurs sociaux, dans une logique de transparence et de partenariat. Les engagements attendus seraient notamment les suivants. Pour les bailleurs, une concertation en amont avec les communes et une présentation d'un plan pluriannuel de vente. Pour la communauté urbaine de Dunkerque, un engagement à répondre dans des délais réglementaires et une mise en œuvre d'un observatoire de la demande locative sociale. Bien évidemment, un bilan annuel de cette convention partenariale serait produit par la communauté urbaine. Il sera donc proposé dès à présent de conclure une convention de partenariat avec les 5 principaux bailleurs qui exercent sur le territoire dunkerquois. Je continue ? Alors, la deuxième délibération concerne un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. C'est le lancement de la démarche. Alors, en fait, la loi ALUR, qui a été proclamée le 24 mars 2014, comporte un titre 3 dont l'objet est d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement. La rédaction du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs doit être élaborée par tout établissement public intercommunal disposant d'un programme local de l'habitat approuvé, de façon à satisfaire le droit à l'information des demandeurs de logement, de fixer les délais minimaux dans lesquels un demandeur peut être reçu, de définir les conditions d'une gestion coordonnée de la demande, d'expérimenter des systèmes d'attribution non traditionnels, de favoriser la transparence dans l'accès au logement et l'équité dans la gestion des attributions. Les communes et un représentant des bailleurs y seront associés. Il est déterminé une durée de 6 ans avec un examen annuel pour d'éventuels ajustements et une évaluation à mi-parcours. C'est donc une convention intercommunale, bailleurs, État et autres réservateurs tels que l'Action Logement.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser le tout très prochainement. La publication de ce plan est attendue pour le 31 décembre 2015. Aussi convient-il de lancer dès à présent les démarches de concertation et d'élaboration de ce document. Je continue avec le suivant. Alors, il s'agit d'une délibération de façon à permettre la création et les modalités de mise en œuvre du dispositif réflexe adaptation pour les logements adaptés au handicap et au vieillissement. L'intégration des personnes handicapées et le vieillissement de la population sont des préoccupations de la communauté urbaine de Dunkerque depuis très longtemps. Elles sont reprises dans le programme local de l'habitat. Cette politique est ajustée continuellement selon les évolutions législatives et réglementaires. Initialement, il faut savoir que la communauté urbaine de Dunkerque finançait les travaux d'adaptation dans le neuf, dans l'ancien, quel que soit le statut, que l'on soit propriétaire ou locataire. En 2009, elle continue à financer les travaux d'adaptation des logements anciens non soumis à des dispositions législatives. La politique de la communauté urbaine de Dunkerque a évolué en 2011. Ainsi, la CUD a repris le plafond de ressources de l'ANA, droit à l'aide à l'adaptation, mais en le modulant en fonction de l'âge. Les taux de subvention ont donc été majorés pour les personnes dont l'adaptation de logement était devenue nécessaire en raison de pathologies handicapantes dues à la vieillesse. En 2013, elle a à nouveau retravaillé pour une période de 4 ans maximum, à marcher avec l'association APAM, donc Association d'aide pour les personnes à handicap moteur, pour le montage et l'instruction des dossiers. Pour les bailleurs sociaux, cela permettait un financement de l'ingénierie, permettant ainsi le montage des différents dossiers. La communauté urbaine est passée à une vision plus stratégique, avec une mise en place d'une commission locale dédiée aux personnes en recherche d'un logement adapté, à une évaluation des logements sociaux, à un référentiel du logement, de l'habitat adaptable, à un recensement des logements adaptés et adaptables, à un observatoire, à un conseil aux partenaires et une sensibilisation du public. Depuis son origine, l'aide financière de la communauté urbaine a permis l'aménagement de 579 logements. 1 euro de subvention versée a généré 3 euros de travaux. L'aide communautaire aux travaux est cumulable avec l'aide de l'ANA. Cette aide de la communauté urbaine de Dunkerque s'adresse aux locataires et aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Le montant de la subvention peut atteindre 4 000 € maximum pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 € hors taxes. Elle permet d'améliorer l'accessibilité et de faciliter ainsi l'utilisation des sanitaires et de la salle de bain pour l'adaptation des équipements existants. En septembre dernier, lors du lancement des États généraux de l'emploi local, le président et le conseil communautaire a décidé de donner encore une nouvelle impulsion à la politique communautaire d'adaptation des logements au handicap et au vieillissement en lançant le dispositif Réflexe Adaptation. L'objectif est ici double. Repenser le dispositif d'aide pour permettre à un plus grand nombre d'usagers de bénéficier d'un logement adapté. Par conséquent, la communauté urbaine va doubler sa participation annuelle pour financer les travaux d'adaptation des logements au handicap et au vieillissement, en passant d'une enveloppe de 60 000 € à 120 000 €. Ce devrait donc être environ 120 dossiers qui pourraient être financés. Dynamiser le secteur de l'artisanat exécutant des travaux d'adaptation de logements par l'augmentation du nombre de chantiers. Ainsi, le dispositif sera simplifié et les plafonds relevés. Le règlement de ce réflexe adaptation a été annexé à la délibération. Il détaille les modalités de mise en œuvre du dispositif qui fera l'objet d'une évaluation au terme de l'année 2015. Merci Madame Verlin. Un dispositif qui répond à un besoin énorme et qui sera en croissance dans les années qui viennent et qui doit permettre aussi de générer de l'emploi local. Y a-t-il des observations ? Monsieur Nave.
Oui, vous avez reçu 2 amendements concernant la délibération 5 et la délibération 6. Nous vous proposons d'améliorer votre politique communautaire de l'habitat avec l'amendement suivant. Les logements sociaux s'adresseront en priorité aux personnes de nationalité française. La construction de logements sociaux est majoritairement financée par les deniers de la République française et de ses collectivités décentralisées. Il est normal d'instaurer en l'espèce une priorité nationale en ce qui concerne les bénéficiaires de ce dispositif. Cela évitera l'application par les différents exécutifs de la politique de la préférence étrangère, comme nous avons pu le constater avec le relogement des populations clandestines sur le territoire. Relogement sur le Dunkerquois, à Grande-Synthe, à Rosendal, à Dunkerque-Centre, etc. Source, un membre du DAL, droit au logement. Cet amendement a pour objectif d'aider au relogement des Français. Merci. Monsieur le Président. Oui, y a-t-il d'autres observations? Non, allez-y, Madame Verlin. Monsieur Nave, en début de séance, vous nous avez rappelé que nous n'étions pas au-dessus des lois. Connaissez-vous les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal? Sinon, je vous les donne. Ils punissent de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute discrimination fondée notamment sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée. Monsieur le Président, je ne tiens pas personnellement à ce que le défi Bleu Marine vienne m'amener des oranges en prison. Pour ma part, je trouve cet amendement inadmissible. Je suis sûre que mes collègues sont, comme moi, outrés par cette proposition infâme. Très bien. Je passe aux voix sur... Vous demandez la parole, Monsieur Emery? Allez-y. Pour accéder à la fonction publique territoriale ou à la fonction d'État, il faut être de nationalité française. Pour être recruté dans l'armée française, il faut être de nationalité française. Il y a donc au quotidien des millions de personnes qui, dans ce pays, ont un travail ou peuvent prétendre à un travail ou à une fonction du fait de leur appartenance à la nation française. Vous avez donc, Madame, en citant ces propos, travesti, ou alors, si effectivement la loi interdit que l'on fasse bénéficier, sa communauté d'une priorité, eh bien, c'est que la loi est non seulement injuste, mais illégitime, et il faut la changer. En tout état de cause, vous avez tous les moyens de pratiquer cette politique et de réserver de facto l'accès au logement social par un certain nombre de critères que vous pouvez à juste titre et à bon sens demander. Vous pouvez de toute façon demander à la fois qu'il y ait la nationalité, qu'il y ait des conditions de respect de la loi, des conditions de non-inscription au casier judiciaire. Il y a effectivement, à partir du moment... Vous avez terminé, Monsieur Emery? Je suis en train de terminer. Je suis en train de faire un peu une leçon à Madame Verlinde pour lui... J'ai pas besoin de vos leçons, Monsieur Emery. Non, mais Madame... Non, je ne serai jamais comme vous, Monsieur Emery. Mais vous serez comme vous voudrez, Madame. Vous avez qualifié le propos de Monsieur Nave d'infâme. C'est pas le propos de Monsieur Nave, c'est votre proposition et votre amendement que je traite d'infâme, effectivement. Mais c'est pareil, Madame, c'est le groupe des Bleu Marine. Ce que je veux dire, c'est que dans l'expression des opinions divergentes, évitez, s'il vous plaît, à chaque fois de dévaloriser, de disqualifier et de diffamer ceux qui ont une opinion... Je n'ai diffamé personne, je vous ai donné la loi et le texte du Code pénal, Monsieur Emery, c'est tout.
Est-ce que vous pouvez ne pas m'interrompre, madame, attendre que je finisse Je pense mon que propos? vous interrompez tout le temps, vous de votre côté. Non, madame, je ne vous ai pas interrompu. Allez, Vous on n'avez laisse terminer pas Monsieur été- Emery, mais je vous laisse 30 secondes, Monsieur Emery. 30 secondes pour conclure. J'appelle simplement au respect des opinions différentes dans cette Assemblée et qu'à chaque fois, les propos ne soient pas qualifiés soit d'infâmes, soit de longs et inutiles, que le respect que nous nous devons les uns aux autres, puisque nous sommes des élus de la République, s'exprime de manière paisible et apaisée. Très bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Des gamins. Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. Oui. Je peux apporter une toute petite précision. Allez-y, Monsieur Romain. J'ai pas pour habitude d'intervenir, mais je voudrais comprendre l'intervention de Monsieur Emery. Monsieur Emery, savez-vous combien, dans les statistiques INSEE, de combien est composée la population, vous dites, non française sur le Dunkerquois? Elle est de 4%. C'est-à-dire qu'il y a sur le Dunkerquois que 4% de population immigrée, c'est-à-dire non née en France. Donc je pense que le débat que vous menez là ne sert à rien, parce que nous parlons que de 4% de notre population. C'est une petite précision que je voulais dire, parce que je pense qu'on débat à certains moments sur de fausses informations ou de non-dits. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Pour 4% de la population, je ne pense pas qu'il fallait mener un grand débat. Ah, c'est une grande stratégie du Front National d'essayer d'amener le débat là où il n'existe. Il n'y a pas de problème, hein, vous savez. C'est une grande stratégie. Et essayer de tenir la parole le plus longtemps possible avec peu d'éléments. C'est une grande stratégie. On va donc passer au vote. Donc sur l'amendement présenté par Monsieur Nave, qui est pour, qui s'abstient, tous les autres sont contre, donc rejeté. Je passe donc au vote des délibérations. Délibération numéro 5, qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour, je vous en remercie. Délibération numéro 6, contre, abstention, tout le monde est pour, merci. Délibération numéro 7, contre, abstention, tout le monde est pour, je vous en remercie. Monsieur Carême, vous avez 13 délibérations. Je vous propose de commencer par les délibérations 8 à 12. Merci, Monsieur le Président. La première concerne la convention avec la région Nord-Pas-de-Calais pour la réalisation d'une étude sur la troisième révolution industrielle. Depuis 2013, la région et la Chambre régionale de commerce et d'industrie ont décidé de demander à l'économiste américain Jeremy Rifkin d'accompagner notre région vers la troisième révolution industrielle. Cette démarche s'est traduite par un master plan en 2013, poursuivi en mai 2014 par l'écriture de la feuille de route régionale de la troisième révolution industrielle que vous avez reçue avec cette délibération. Cette nouvelle mission repose sur l'identification et l'accompagnement des projets compatibles avec le master plan, le suivi et l'avancement et une mission de conseil sur l'orientation de la démarche à moyen terme. Le dernier forum d'orientation de la troisième révolution industrielle, qui s'est tenu ce vendredi 21 novembre à Lille en présence de Jeremy Rifkin et auquel je vous représentais, Monsieur le Président, a permis de faire un point d'avancement des projets, mais aussi des financements qui se mettent en place pour accompagner les projets de cette révolution industrielle. Bien évidemment, et dans le cadre particulier de notre agglomération où sont lancés les états généraux de l'emploi, il est important que nous ayons et prenions toute notre place dans cette démarche qui fédère les mondes politiques, économiques, associatifs et citoyens. Il nous en coûtera pour 2014 20 400 €, soit 6,5% du montant global de la prestation. C'est ce que je vous demande d'approuver, en même temps que les modalités techniques de la participation de la CUD à cette étude, portée par la région et la Chambre régionale de commerce. La deuxième concerne le compte-rendu annuel d'activité 2013 du service public de la fourniture et de la distribution d'électricité délégué à EDF et à Électricité Réseau Distribution de France, ERDF. Il n'y aura pas de vote, c'est simplement un état que je vais vous présenter. Je me permets juste de rappeler notamment aux nouveaux élus qui ne le sauraient pas encore que c'est la communauté urbaine de Dunkerque qui est propriétaire du réseau de distribution d'électricité sur son territoire. Nous en déléguons pour 20 ans, dans le cadre d'une convention de délégation de services publics, l'exploitation à ERDF, alors que la fourniture de l'énergie dépend, elle, d'EDF. Nous nous devons donc tous les ans de présenter un rapport sur cette délégation. Quels en sont les éléments marquants pour 2013 ? La facture EDF au tarif réglementé de vente a augmenté de 5% hors taxes en moyenne pour les particuliers. Cette même fin 2013, le réseau comportait 10 746 points de livraison,
soit plus 1,24% par rapport à 2012, alors que le volume de consommation augmentait de 2,4% à 1,130 gigawattheures. La consommation des ménages augmente de 3,6% avec 1,6% de nouveaux clients. Dans le tertiaire, elle augmente de 3% avec un nombre de clients stable. Dans le secteur industriel, cette augmentation est de 1% pour un nombre de clients stable. Dans le champ de la précarité énergétique, notre agglomération est malheureusement très impactée puisque le nombre de ménages bénéficiaires du tarif première nécessité augmente de 25,23% sur l'année 2013. En ce qui concerne la qualité de l'électricité distribuée, le temps de coupure vu du client est en légère diminution en 2013 avec 53 minutes contre 55 en 2012. Cet indicateur est beaucoup trop élevé par rapport aux autres concessions urbaines dont la moyenne se situe autour de 30 minutes. Concernant le patrimoine, 4 872 000 € ont été investis sur le réseau, en baisse de 8,3% en 2013, malgré une hausse significative des investissements liés à des exigences réglementaires. On observe aussi une légère baisse des investissements liés au raccordement des producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables. On constate aussi un fléchissement des investissements liés au renforcement et au renouvellement des réseaux. La longueur du réseau aérien nu basse tension poursuit une légère baisse, 3,6% par an, mais insuffisante, au regard de l'âge du réseau complètement amorti, puisqu'âgé de 70 ans. Aujourd'hui, 70% du réseau basse tension est enfoui sur le territoire communautaire. Quelques éléments financiers. Les montants des recettes liées à l'acheminement de l'électricité s'élèvent à 42 923 000 et les charges à 37 694 000 €, dégageant donc un résultat excédentaire de 3 918 000 €. La CUD n'a malheureusement perçu que 313 577 € de redevances de concession et 481 668 € au titre des travaux d'enfouissement. Au vu de ces éléments, je vous demande donc de prendre acte de ce compte-rendu, de solliciter une nouvelle fois de EDF les éléments financiers pour l'exercice de sa mission de fournisseur aux tarifs réglementés, de solliciter EDF et ERDF l'ensemble des éléments demandés dans le rapport d'observation réalisé par les agents de contrôle de la CUD, dont je dois saluer ici la qualité du travail, et enfin de mettre en demeure EDF et ERDF de produire un bilan et un compte-rendu de résultats de la concession. La troisième délibération concerne le compte-rendu annuel d'activité 2013 du service public de distribution de gaz naturel, cette fois, délégué à Gaz Réseau Distribution de France. Il n'y aura pas de vote non plus. Comme pour l'électricité, la communauté urbaine est propriétaire du réseau de distribution de gaz établi sur son territoire et en a délégué pour une durée de 20 ans son exploitation et sa maintenance à un prestataire, en l'occurrence GRDF. Et comme pour l'électricité, nous devons tous les ans faire un rapport de présentation de l'activité. Que devons-nous retenir de ce compte-rendu 2013 ? Une quasi-stabilité du nombre d'usagers, 62 031 contre 61 981 en 2012, accompagnée d'une faible hausse des consommations de 3,8% pour un total de 1 577 476 MWh consommés, toutes catégories de clients confondus. Elle est liée à la rigueur du climat. Nous avons eu 28 dommages aux ouvrages occasionnés lors de travaux de tiers. C'est stable par rapport à 2012. GRDF poursuit des actions de prévention des accidents dus à la défectuosité des installations intérieures des logements. On observe un taux annuel d'inspection du réseau correct qui dépasse les 70%. En ce qui concerne le patrimoine, GRDF poursuit le renouvellement du réseau et son extension sur les communes de Grande-Synthe, Capelle-la-Grande, Dunkerque, Gravelines et Créwick principalement, ce qui ne représente quand même que 3,2 km. Cependant, les valeurs nettes du patrimoine est de 54 476 093 € en 2013, soit 1,1% de moins qu'en 2012, en raison d'un niveau d'investissement inférieur de moitié par rapport à 2011 et 2012. Sur la partie économique, les recettes sont en nette progression pour s'établir à 16 319 000 €, soit 8,8% d'augmentation par rapport à 2012. Au 1er juillet 2013, le tarif du gaz, je vous le rappelle, a augmenté de 4,07%. Mais les redevances que perçoit la CUD ne s'élèvent qu'à 114 000 €. On constate un excédent de la concession de 5 500 000 € en hausse de 34% en 2012, lié à une hausse des recettes d'1 326 000 €. Mais il aurait été nettement supérieur si le concessionnaire n'avait pas imputé à la concession une dépense supplémentaire non justifiée à ce jour de 760 000 €. Nous ne disposons d'aucun élément sur l'origine des financements des investissements, ni sur le montant des provisions pour renouvellement et leur utilisation.
Je vous propose donc de prendre acte de ce compte-rendu, de solliciter de GRDF l'ensemble des données liées à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés, de mettre en œuvre en demeure GRDF de produire les éléments comptables sur les provisions pour renouvellement et de solliciter de GDF, Suez et de GRDF l'ensemble des éléments sollicités dans le rapport d'observation réalisé encore une fois, et je dois encore saluer leur travail, par les agents de contrôle de la communauté urbaine. La 4e délibération porte sur le transfert de la compétence création, aménagement, exploitation et gestion de réseaux de chaleur et de froid urbain. Le 10 juillet dernier, nous prenions acte de nouvelles compétences confiées par la loi MATTAM aux communautés urbaines en matière d'énergie et nous avions alors approuvé par délibération les modalités de transfert de la compétence liée à la création, l'aménagement, l'exploitation et la gestion des réseaux de chaleur et de froid urbain au 1er janvier 2015. Conformément à cette même délibération et en application du Code général des collectivités territoriales, la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 13 novembre dernier et a établi le rapport d'évaluation des charges transférées par la ville de Dunkerque, rapport qui est joint à votre délibération de ce jour. Ce rapport mentionne un transfert de charges annuel évalué à 61 832 € TTC et un transfert de recettes à hauteur de 61 000 €. Le coût net des charges transférées a été évalué par la commission à 832 € et ce montant a été ramené à 0 € sur proposition de cette même commission. Ce transfert de compétences emporte par ailleurs un certain nombre de transferts administratifs auprès des différents organismes listés dans la délibération. Je vous propose donc d'approuver le rapport d'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges transférées, d'approuver le transfert de la compétence aux conditions que je viens de présenter et reprises dans la délibération, et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents faisant suite à ces décisions. La 5e délibération porte sur l'association de la communauté urbaine de Dunkerque aux travaux de syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique, la fibre numérique 5962. En février et mars 2013, le Conseil général du Nord, le Conseil général du Pas-de-Calais et le Conseil régional ont adopté le schéma directeur de très haut débit en région. Il fixe des objectifs et principes stratégiques, un calendrier prévisionnel de long terme, des objectifs territoriaux et technologiques, de déploiement à la maille communale des grandes masses financières. L'objectif principal est de faire de notre région une région où le très haut débit soit partout, car je vous rappelle qu'il est un des principaux vecteurs d'implantation économique, par exemple. Par la boucle numérique que nous avons établie il y a quelques années ici sur le territoire communautaire et qui est un succès, nous avions déjà anticipé cet aménagement territorial du très haut débit. La fibre numérique 5962 est un syndicat mixte qui a été mandaté pour préparer, sous couvert des 3 collectivités, et suivre des conventions de programmation et de suivi des déploiements FTTH prévus sur le territoire France très haut débit. Je vous propose de nous associer aux travaux du syndicat mixte dans les commissions et groupes de travail technique. Pour cela, il nous faut désigner un binôme composé d'un élu et d'un technicien compétent dans son domaine. Je vous propose d'adopter cette délibération, Monsieur le Président. Y a-t-il des observations? Monsieur Emery et Monsieur Faucon. Oui, Monsieur le Président, il y aura à la fois une observation sur la délibération numéro 8, convention avec la région Nord-Pas-de-Calais pour la réalisation d'une étude sur la 3e révolution industrielle. Même si le montant engagé par la communauté urbaine reste ici modeste, à hauteur de 20 400 €, nous pensons que cette délibération est une délibération d'une grande importance puisqu'elle vise à engager la région dans ce qui est appelé la 3e révolution industrielle. Nous préférons plutôt dire la mise en application du développement durable. Lorsqu'il a été question de faire appel à M. Rifkin, c'était en octobre 2012, nous avons, dans une autre enceinte, au Conseil régional, voté pour quand même un montant qui n'était pas mince, de 350 000 € pour que cet économiste réputé vienne apporter son éclairage, parce qu'il peut y avoir toujours à apprendre d'un regard extérieur. Le master plan a été rendu en octobre 2013 à l'occasion de la convention annuelle du World Forum, dirigée par Philippe Vasseur. Et on s'est rendu compte, finalement, à cette époque-là, que Jérémy Rifkin enfonçait beaucoup de portes ouvertes. La
la feuille de route régionale du 27 mai 2014 le dit bien sûr à sa manière. Alors quand je dis enfoncer des portes ouvertes, la manière plus polissée, c'est de dire la troisième révolution industrielle, prolongation des schémas régionaux, application de la méthode transformation écologique et sociale régionale. Et donc constater que finalement, de même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on faisait ici, depuis un certain nombre d'années, de la troisième révolution industrielle sans le savoir. Nous ne sommes donc pas persuadés qu'il soit nécessaire ni même utile de continuer à mettre de l'argent public, alors même que des initiatives existent, qu'elles sont nombreuses, et alors même que parmi les 5 piliers retenus par M. Rifkin, nous restons très critiques sur le passage aux énergies renouvelables intermittentes, éoliennes, photovoltaïques. On aura l'occasion d'en reparler puisque vous voulez vous engager sur les éoliennes offshore et ce sera un sujet de divergence. Voilà, donc sur cette délibération, vous aurez un vote contre du groupe Défi Bleu Marine. J'ai une deuxième... Sur la deuxième délibération sur laquelle nous souhaitons intervenir, c'est la délibération numéro 12. C'est l'association de la communauté urbaine de Dunkerque aux travaux du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais, la fibre numérique. Alors là, il y aura un vote négatif, mais qui est un vote, je dirais, de fond, un vote idéologique, dans la mesure où, quand on regarde le schéma du régional du très haut débit. Et s'il n'y a qu'un chiffre à retenir, dans la région, le coût moyen par prise est évalué à 627 €. Le coût moyen de raccordement de la prise par les opérateurs privés dans leur zone d'intention est à 329 €. C'est-à-dire que depuis les lois initiées du temps du gouvernement de M. Sarkozy, sous la présidence de M. Sarkozy à partir de 2008, on a permis aux opérateurs privés de répondre aux appels d'offres en sectorisant les zones denses et les zones rurales. En conséquence, les opérateurs privés ont concouru pour obtenir les seules zones rentables, couvrant 70% des foyers, généralement concentrés en milieu urbain. Quant aux foyers des 30% restants, en milieu rural, ils ont été laissés à la charge de la collectivité. Il est évident qu'en fonction de ce que nous pensons des valeurs, de la manière dont doit être conduite l'action publique, on ne saurait s'inscrire dans un tel schéma qui consiste à laisser les bénéfices sur les zones rentables aux opérateurs privés et à l'opérateur public de devoir assurer l'aménagement du territoire avec des coûts à la prise qui vont jusqu'à 4, 5 ou 6 fois de manière plus élevée que ces 329 € que je vous ai cités. Nous étions intervenus au Conseil régional sur le sujet, sur la même thématique. Il est évident que nous n'allons pas ici, à la communauté urbaine, nous associer à ce projet dont les fondements sont tout à fait inégalitaires par rapport à l'aménagement du territoire et par rapport aux principes qui pour nous sont essentiels en République, celui de l'égalité entre les citoyens. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il y avait M. Faucon et M. Gouvard. Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à la déclaration que j'avais faite lors du dernier conseil communautaire, rappeler que pour notre groupe Rassemblement solidaire communautaire, EDF a une importance, donc c'est sur la délibération numéro 9, la présence d'EDF sur le territoire, de la centrale nucléaire de Gravelines, génératrice d'emplois, d'embauches chaque année, beaucoup d'investissements qui sont prévus, et donc de l'énergie en général, et rappeler simplement que le littoral dunkerquois est la première plateforme de production énergétique en Europe. Donc j'en dirai pas plus, mais c'est pour vraiment souligner l'importance d'EDF, de la centrale nucléaire sur notre territoire. Merci. Monsieur Gouvard, y a-t-il d'autres interventions après? Non? Très bien, Monsieur Gouvard. Bonjour, c'est la délibération numéro 12. Monsieur le Président, il est dans l'intérêt de porter une voix forte au sein du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais du numérique, la fibre 5962. Car en 2015, l'Union européenne affectera une dotation de 26,7 milliards d'euros à la France pour combattre la fracture du numérique de nos territoires, mais également de la recherche et du développement.
et soutenant des projets de développement durable. Cela améliorera dans ce sens également le lien avec la transition énergétique, un vœu cher à la communauté urbaine de Dunkerque au vu de son implication dans la troisième révolution industrielle de notre région. D'autant, la filière du numérique sera l'un des secteurs d'avenir et sans nul doute un levier créateur d'emplois. Certainement l'un des axes pour la diversification du territoire du Dunkerquois. Donc il est très important de développer ce numérique, car aujourd'hui on a OVH à Gravelines qui s'est implanté. Ce sont des futurs, le numérique, et on ne s'en rend pas compte, hein, mais le nombre d'emplois qui seront créés par rapport au numérique et les vocations qu'ils pourront apporter au-delà de l'Internet au domicile sont sans équivalence aujourd'hui. Et si nous voulons une diversification au niveau de nos industries qui sont de plus en plus touchées par la délocalisation, il faudra bien passer un jour sur un secteur qui est prometteur et qui n'est pas un secteur qui pourra se délocaliser aussi facilement. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Gouvert étant le dernier orateur. Monsieur Carême, avant les votes, souhaitez-vous apporter une réaction? Non, juste une première en réponse à M. Emmerich. On a eu un débat au Conseil régional hier, ou ce matin, je ne sais plus, à ce propos-là, sur l'étude Rifkin. Il n'enfonce pas des portes ouvertes. Il a eu l'adhésion, il a réussi ce débat à emporter l'adhésion du monde économique et de nombreux chefs d'entreprise. Et il y a un peu plus d'un mois, à Grande-Synthe, on accueillait l'association Cobati, des gens du bâtiment, constructeurs, architectes, promoteurs et autres, avec Philippe Vasseur et Marc Roquette, et Marc Roquette de l'entreprise Roquette, nous témoignait comment il avait évolué grâce à cette étude sur la troisième révolution industrielle en région Nord-Pas-de-Calais. Et en plus des 5 piliers rifkiniens, je voudrais rappeler que la région avait aussi imposé de rajouter 2 piliers qui sont ceux de l'économie circulaire et de la fonctionnalité. Et là aussi, ça a permis des avancées considérables pour aller de l'avant et anticiper sur les changements de modèle indispensables si on veut ne pas subir de plein fouet des problématiques industrielles qui peuvent se poser dans les années qui viennent. Le deuxième sur l'association au syndicat mixte, la fibre numérique 6952, je pense qu'on est exactement dans notre rôle d'acteur public et d'aménageur du territoire. Imaginez que l'État, à l'époque, n'ait pas fait son job et ne soit pas allé dans la ferme la plus reculée pour mettre le téléphone, dans un souci d'équité territoriale, de solidarité du territoire. On est exactement dans cette même logique sur l'équipement de la France au très haut débit. Et voilà, ce syndicat mixte participe à ça. Il y a effectivement aujourd'hui des privés qui arrivent sur des zones qui soient rentables. Tant mieux, ils le prennent. C'est un coût en moins pour la collectivité. Et nous, collectivités, quelles qu'elles soient, les trois en l'occurrence, est réunis. Et aujourd'hui, avec la communauté urbaine, on continuera cet équipement à l'échelle de notre territoire et le territoire régional. Voilà, pas d'autre, même si je suis d'accord avec M. Faucon, il faut aussi qu'on envisage une transition énergétique. C'est un débat qui se pose nationalement et de manière internationale. Et donc, il faut qu'on se prépare aussi à faire ce genre d'exercice sur notre territoire, qui est effectivement la première plateforme énergétique européenne, mais d'énergie fossile. Très bien, je vous propose de passer au vote. Sur la délibération numéro 8, qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Tous les autres sont pour, je vous en remercie. Délibération numéro 9, pas de vote. Délibération numéro 10, pas de vote. Délibération numéro 11, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous en remercie. Alors, délibération numéro 12, d'abord sur l'association aux travaux du syndicat mixte, qui est contre? Très bien. Qui s'abstient? Les autres sont pour, donc l'association est validée. Il nous est donc demandé maintenant de désigner l'un d'entre nous. Alors, nous pouvons procéder à un vote à main levée si l'unanimité existe. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Non, je vous en remercie. J'ai reçu la candidature de M. Jean-Luc Darcourt. Y a-t-il d'autres candidats? Non, je vous en remercie. Qui est contre la candidature de M. Darcourt? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. M. Darcourt, vous siégerez pour représenter la communauté urbaine. M. Carême, je vous propose de prolonger les délibérations avec
Vous avez des délibérations 13 à 20. Je ne sais pas s'il vous faudra une pause au milieu. Non. Merci. La première concerne un avenant de prolongation de la convention de mise à disposition de terrain pour la station gaz naturel véhicule au dépôt de bus. Nous avons passé avec GDF une convention de mise à disposition pour une durée de 15 ans d'un terrain au dépôt des autobus afin d'y implanter une station de distribution de gaz naturel véhicule qui alimente à ce jour 50% du parc des autobus de la communauté urbaine. Nous sommes en train d'étudier les conditions techniques et financières pour passer notre parc de bus complètement au gaz naturel de ville et éliminer ainsi les autobus au diesel. Cela aura des conséquences sur la convention évoquée précédemment. Dans l'attente de la fin des études, je vous propose de prolonger d'1 année supplémentaire la durée de la convention actuelle de mise à disposition du terrain. Nous le faisons aussi pour éviter d'émettre trop de particules fines qui sont à l'origine de bien des problèmes dans notre pays. La délibération suivante concerne la révision des statuts du syndicat mixte intermodal régional de transport, le SMIRT. Depuis 2010, les 14 autorités organisatrices de transport de la région Nord-Pas-de-Calais sont regroupées en un syndicat mixte, le SMIRT, destiné à favoriser l'intermodalité et de mieux harmoniser et coordonner l'organisation des transports sur le territoire régional. Le 30 juin dernier, le comité syndical du SMIRT a délibéré pour étendre son champ d'intervention à la réalisation et à la gestion d'infrastructures de transport lorsqu'elles concernent plusieurs de ses adhérents, sachant que le financement de ces infrastructures de transport sera réglé au cas par convention spécifique entre les autorités organisatrices de transport concernées et le SMIRT. Cela nécessite une modification de ces statuts qui, pour être validés, demande une approbation par 2/3 de ses adhérents, parmi lesquels ceux représentant au moins le quart de la population régionale. Je vous propose, en ce qui nous concerne, d'approuver le projet de modification des statuts du SMIRT. Délibération suivante concerne la convention entre la région, la SNCF, la STDE et la CUD suite à la création par la région d'un titre de transport combiné TER Études Plus Littoral. Avec la réouverture samedi dernier de la ligne Calais-Dunkerque modernisée, les fréquences et les temps de parcours par le TER vont être considérablement améliorés. La région va donc supprimer la ligne d'autocar Boulogne-Calais-Dunkerque, la BCD, qui aurait constitué un doublon avec le TER. 350 personnes, dont 200 étudiants, sont concernés par cette suppression. Ces étudiants devront utiliser en complément du TER un ou plusieurs réseaux de bus urbains pour se rendre de la gare à l'université, alors qu'avant, les sites universitaires étaient directement desservis par la ligne BCD. Pour favoriser l'intermodalité, la région propose de mettre en place à titre expérimental pour les étudiants du littoral abonnés au TER un titre combiné permettant d'acheter en plus de l'abonnement TER, un abonnement sur plusieurs réseaux urbains à un tarif dégressif en fonction du nombre de réseaux urbains choisis. Vous disposez dans la délibération du tableau de ces abonnements mensuels et hebdomadaires pour 1, 2 et 3 réseaux. Je vous rappelle que pour les boursiers, les abonnements sont gratuits. Ce qui change pour un étudiant dunkerquois qui était déjà abonné aujourd'hui au TER à 45,90 € pour se rendre à Calais, s'il devait prendre le bus urbain pour aller à l'arrêt de la ligne BCD depuis chez lui, il avait un abonnement à DK-Bus à 28,50 €, soit un total avec l'abonnement TER de 74,40 €, avec le titre régional TER plus 2, puisqu'il lui faudra prendre un bus urbain à Calais pour aller de la gare à l'université. Il lui en coûtera 66,76 € au total, soit 7,67 € de moins. Je vous propose donc d'approuver la convention jointe à cette délibération qui fixe les modalités de mise en œuvre de ce type de transport combiné TER Études plus Littoral. La délibération suivante concerne un avenant 1 à la délégation de services publics d'exploitation des transports de voyageurs de la communauté urbaine. Vous savez que la communauté urbaine est l'autorité organisatrice de transport sur le territoire et a confié par délégation de services prenant la forme juridique d'une régie intéressée la gestion et l'exploitation des services de transport public de personnes à la STDE pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2013. À notre demande, les parties ont convenu de se rencontrer d'un commun accord afin d'intégrer les points suivants: une nouvelle méthode de comptabilisation des charges et produits pour le compte de la délégation, ainsi que la méthode de facturation et des productions des états mensuels, la prise en charge du personnel supplémentaire nécessité par ce nouveau suivi financier demandé par nous pour un montant de 60 000 € par an, la rétrocession du crédit impôt compétitivité emploi, CICE, à la CUD. Il est quand même estimé à 385 850 € en 2013, 588 000 € en 2014 et 594 000 en 2015. L'ajustement du montant hors taxe de l'engagement de recettes du fait du passage de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier 2014 et du fait des modifications tarifaires apportées en 2012, notamment ce qui concerne l'abonnement des lycéens divisé par 2.
La prise en charge de la communauté urbaine de l'ensemble de surcoûts exceptionnels non prévus au contrat, avec le lancement de la billettique, 120 000 €, le minibus pour la desserte de Guyvelde en attendant la livraison des véhicules commandés par la CUD pour 14 000 €, le service de vélo en libre service, définition des modalités de mise en œuvre pour 1 à 30 stations supplémentaires dans l'hypothèse où nous déciderions d'une extension au-delà des 31 stations actuelles. Je vous rappelle qu'il en coûte 15 900 € par station supplémentaire. 16 423 € d'investissement en matériel par station, de 15 emplacements et 8 vélos. La mise en place d'une démarche de progrès pour la période 2015 à 2016 pour l'amélioration de la productivité afin de diminuer les charges du réseau de 2 millions d'euros par an à l'horizon 2018. Le montant de cette démarche sur 2 ans est estimé à 350 000 € pris en charge à 50% par la CUD et 50% par le délégataire STDE. L'adaptation de la ligne A, tenant compte du niveau service TER Calais-Dunkerque, diminution de 120 000 € en année pleine pour 2015. En dehors de l'extension des vélos libre-service qui feront l'objet d'une décision spécifique si besoin en était, le coût de l'avenant est estimé donc en dépenses à 134 000 € pour 2015, 60 000 € en 134 000 € en 2014, 60 000 € en 2015, moins 1 000 € en 2016, moins 60 000 € en 2017. Et en recette, le reversement du CUCE à la CUD des perceptions par la STDE de 385 850 € pour 2013 et la diminution de l'engagement sur les recettes de 237 000 € chaque année à partir de 2014. Je vous demande donc d'approuver cet avenant 1 au contrat de délégation de transport. La délibération suivante concerne un avenant numéro 4 à la Convention du 19 août 2011 relative à l'intégration des lignes urbaines départementales du transport urbain à Dunkerque. Cette convention passée entre la CUD et le Conseil général fixe le principe de l'intégration des lignes interurbaines départementales assurant des arrêts à l'intérieur du périmètre de transport urbain de Dunkerque et définit les règles de tarification et de calcul des compensations financières. La participation financière de la CUD est calculée au prorata des kilomètres et des voyages effectués à l'intérieur du périmètre selon la formule nombre de kilomètres dans le périmètre multiplié par le coût au kilomètre multiplié par un taux interne qui est la part des déplacements dans le périmètre du territoire sur les déplacements totaux de la ligne. Tout cela est précisé dans l'annexe 2 de la Convention qui prévoit aussi une révision annuelle. De septembre 2013 au 31 août 2014, le montant de la participation CUD était de 296 111,08 €. Je vous propose un avenant numéro 4 pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 qui fixe une augmentation du prix kilomètre de plus 1,03%, qui prennent en année pleine les lignes départementales régulières ainsi que les renforts qui desservent Guyvelde. La participation de la CUD sera ainsi portée à 320 148 044 €. Je vous demande d'approuver cet avenant numéro 4. La délibération suivante concerne la convention entre le Conseil général relative aux conditions de gestion et aux modalités de financement des transports scolaires des collégiens et des lycéens à l'intérieur de la CUD. Le transport scolaire des collégiens et lycéens était régi par 2 conventions passées avec le Conseil général du Nord et la communauté urbaine de Dunkerque. Une première convention passée par une délibération de notre Conseil en octobre 2009 pour la prise en charge du transport des collégiens à l'intérieur du périmètre de la communauté pour la période 2009-2014 et la définition des critères pour accorder la gratuité d'un aller-retour quotidien aux collégiens. Une seconde convention passée après une délibération du 20 décembre 2012 pour les modalités de financement du transport scolaire des lycéens à l'intérieur du périmètre communautaire. Ces 2 conventions étant arrivées à échéance, il est proposé de les renouveler pour l'année scolaire 2014-2015 dans des conditions financières et d'organisation identiques à ce qu'elles étaient auparavant en attendant leur groupement ultérieur en une convention unique. La convention pour la prise en charge des collégiens inclut également la prise en charge par le Conseil général du Nord des lycéens interurbains qui sortent du périmètre de la CUD. La compensation tarifaire versée à Decabus par le Conseil général est de 0,985782 € hors taxe par trajet, ce qui a correspondu à une recette de 481 779 € en 2013. Dans la convention relative aux lycéens domiciliés scolarisés dans la CUD et auxquels la CUD accorde la gratuité d'un aller-retour quotidien s'ils résident à au moins 3 km de leur établissement, le département du Nord reverse à la communauté urbaine de Dunkerque la DGF reçue de l'État pour cette prise en charge et qui correspond à une somme forfaitaire annuelle de 1 040 934 078 € pour les lycéens entrant et sortant de la communauté urbaine. Pour se rendre de leur établissement, le Conseil général du Nord assure leur prise en charge et conserve la part de DGF correspondante. Je vous propose d'approuver ce projet de convention avec le département du Nord. La délibération suivante porte sur l'approbation du compte prévisionnel de la société de transport STDE pour l'année 2015, la convention pour l'exploitation en délégation de services publics du réseau de transport urbain liant la CUD et la société STDE prévoit le paiement du délégataire par avance mensuelle et une régularisation au cours du premier trimestre de l'année suivante. En application de l'article 11 de cette convention,
L'autorité organisatrice que nous sommes est tenue de valider le budget prévisionnel du délégataire pour permettre le paiement d'avances mensuelles. Les dépenses inscrites au prévisionnel de la délégation s'élèvent à 35 998 589 € hors taxes. Ces dépenses sont en augmentation de 8% par rapport aux engagements prévisionnels de la délégation en valeur de janvier 2012, mais elle s'explique, cette augmentation, pour moitié par l'évolution prévisionnelle des indices d'actualisation entre le 1er janvier 2012 et 2015, pour moitié par les ajustements liés aux 10 stations décavélo supplémentaires mises en place en décembre 2013, à l'évolution de l'offre kilométrique, à la baisse de vitesse commerciale, au vieillissement du parc, aux effets de l'avenant numéro 1 que nous allons adopter tout à l'heure. Les recettes inscrites au prévisionnel 2015 de la délégation s'élèvent à 5 311 592 € hors taxes. À compter du 1er janvier 2015, la communauté urbaine versera mensuellement 51 333 € hors taxes, correspondant au 12e de la part fixe de rémunération. Je vous propose d'adopter le bilan prévisionnel de la STDE. La délibération suivante, qui est la dernière en ce qui me concerne, porte sur le projet de restructuration et d'amélioration du réseau du transport collectif sur l'agglomération dunkerquoise, qu'on a dénommé DK+, réalisation, ainsi que la réalisation d'une infrastructure de transport collectif en site propre, un TCSP. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors que la quasi-totalité des déplacements des communes vers le cœur d'agglo se font en moins de 15 minutes en voiture, il faut plus de 30 minutes pour aller, par exemple, du Puy-Touques à la gare de Dunkerque. Le bus est peu fiable, non-respect des horaires, compte tenu de la longueur des lignes et de l'engorgement de circulation à certains moments de la journée. De plus, aujourd'hui, les lignes de bus à fréquence soutenue, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, desservent moins de la moitié de la population, dont seulement 60 000 habitants résident à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus sur les 150 000 habitants du cœur d'agglomération. Enfin, le coût d'exploitation du réseau progresse en moyenne chaque année de plus de 1,3 million d'euros depuis 2008, soit plus de 5% par an. Conséquence de tous ces dysfonctionnements, la part d'utilisation des transports collectifs ne représente que 5% de la totalité des déplacements. Projet majeur de notre mandat, notre ambition est donc de faire évoluer ce réseau pour le rendre plus juste, plus équilibré, plus performant, tout en maîtrisant mieux les coûts de fonctionnement. Le projet dans lequel s'engage notre collectivité doit répondre à 3 objectifs clairs. Plus de voyageurs, en doublant la part de transport en commun dans les déplacements d'ici 2020. Un réseau plus rapide, mettant l'essentiel des habitants de l'agglomération à moins de 20 minutes maximum de la gare de Dunkerque. Et des bus plus fréquents et plus près d'un maximum d'habitants, en mettant 120 000 habitants à moins de 300 mètres d'une ligne d'une fréquence de toutes les 10 minutes. Ce projet s'intègre dans notre projet d'agglomération durable. Il verra donc la réservation d'une part de voirie au transport en commun pour constituer des sites propres. Il participera aussi à la densification du tissu urbain, à l'amélioration du cadre de vie des habitants, à la consolidation des activités commerciales et au développement économique de notre territoire. Il contribuera aussi, et je suis particulièrement sensible à ce sujet, au désenclavement des territoires urbains, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Enfin, c'est surtout un facteur déterminant dans l'attractivité du territoire. Il nous permettra de renforcer les liens avec les bassins de vie voisins aussi, comme c'est le cas avec la ligne TER Boulogne-Calais-Dunkerque inaugurée samedi dernier. Nous allons donc lancer une concertation pour recueillir l'expression des habitants de l'agglo sur le projet DK+, dans toutes ses composantes. Cette concertation permettra aux habitants de s'exprimer sur les tracés, les orientations d'aménagement proposées, l'offre de services et les sujets génériques relatifs au fonctionnement du service. Cette concertation se déroulera du 5 janvier au 30 mai 2015 au cours de 9 réunions publiques, à l'image de celle que nous conclurons vendredi à Brédune et que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président. La publicité sera organisée selon les modalités décrites dans la délibération. Je vous propose donc d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités d'organisation de cette concertation et d'autoriser la mise en œuvre de cette concertation sur le projet DK+, auprès des habitants de la communauté urbaine. Merci, Monsieur Carême. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Monsieur Emery. Oui, Monsieur le Président, une observation en termes de conduite de réunion. Là, je reçois des textos de la salle et puis on voit les vice-présidents, certains qui se parlent entre eux. On a le sentiment, franchement, que cette présentation en rafale d'une série de délibérations, dont certaines sont d'une importance certaine, puisqu'elles engagent sur des axes de vote politique, n'est pas très pédagogique à la fois pour le public, pour tous ceux qui nous regardent, et à l'heure où on veut rapprocher la politique des citoyens, je pense que
on pourrait peut-être se permettre sur quelques délibérations de s'arrêter. En tout cas, la demande que je vous fais, c'est que nous allons vous faire des observations, mais qu'on puisse avoir les réponses après les questions. Parce que sinon, on perd vraiment le fil lorsqu'on va poser des questions sur 3 ou 4 délibérations et qu'ensuite le vice-président va y répondre. Je pense que franchement, pour la pédagogie qui doit être un de nos objectifs, ce serait mieux. Voilà la demande qui vous est faite, Monsieur le Président. Je crois que tout le monde aura à y gagner, en particulier la démocratie. Sur la participation, simplement, Monsieur Emery, oui. Nous avons déjà fait 8 réunions publiques, ce qui est une première à l'échelle de la communauté urbaine. On en fera une 9e à Brédune, justement pour aller porter des sujets d'importance, tels que celui de la mobilité auprès de la population. Près de 600 personnes ont déjà assisté. J'espère qu'on complétera avec 700 personnes à Brédune vendredi soir. Mais voilà, on est vraiment dans la concertation avec les habitants et la présentation. Non, mais j'entends bien, Monsieur le Vice-président. J'étais sur la conduite de réunion. Alors, nous avons une première observation qui a d'ailleurs été faite en commission des finances. Et en commission des finances du 8 décembre, il y a un certain nombre de demandes qui ont été faites qui, a priori, n'ont pas reçu réponse. Alors, c'est la délibération délégation de services publics pour l'exploitation des transports de voyageurs de la communauté urbaine, et c'est l'avenant numéro 1. Et dans l'avenant numéro 1, il est indiqué qu'en recette, il y a le reversement du crédit impôt compétitivité emploi à la CUD lorsqu'il sera perçu par la STDE. Comme je l'ai dit en commission des finances, ça nous a semblé tout simplement énorme. Vous savez que lorsque les pouvoirs publics ont introduit le CICE, qui fait qu'un certain nombre d'entreprises touchent sur les bas salaires un chèque des impôts, il y a des donneurs d'ordre, il y a les grands donneurs d'ordre qui ont dit aussitôt à leurs sous-traitants, eh bien cet argent qui est fait pour favoriser l'emploi, en réalité, tu vas me faire une ristourne. C'était donc un dévoiement complet du CICE qui a été pointé par le Conseil national de la sous-traitance, qui a été pointé par un certain nombre d'observateurs économiques, une mesure d'argent public faite pour créer de l'emploi, et voilà que l'argent, il revient finalement aux donneurs d'ordre. Alors c'est tout le contraire du but poursuivi. Et alors là, notre étonnement a été enfin on l'a exprimé en commission des finances au vice-président, que la communauté urbaine se fait reverser ce crédit impôt compétitivité emploi qui est fait pour dégager des emplois. Voilà. Donc il y a une première observation sur laquelle on aimerait avoir une réponse, et là c'est comment dire, la signification politique est forte. Et puis qu'on nous indique tout simplement, ou qu'on fasse apparaître, mais ce sera peut-être à l'occasion par une information transmise par les services, le coût du Vélib. Voilà la question sur la délibération numéro 16, Monsieur le Vice-président. Merci. Il y a d'autres observations? Je réponds. Sur d'autres. Vous voulez répondre tout de suite? Allez-y, Monsieur Carême, allez-y. On me dit qu'effectivement, les questions qui ont été posées à la Commission Finances, vous aurez les réponses avec le compte-rendu de la Commission Finances. Donc, elles vous seront adressées par écrit avec ce compte-rendu. Cette perception du CICE était prévue dans le contrat de concession, que toutes les recettes qui pourraient être touchées seraient rendues à la communauté urbaine. Je vous rappelle que c'est quand même pas, on n'est pas dans le secteur privé. C'est une délégation complètement payée par la communauté urbaine, puisque l'ensemble des charges sont prises en charge par la communauté urbaine. Donc, s'il y a des recettes, je préfère qu'elles reviennent à la communauté urbaine. Liées à une dépense de la communauté urbaine, c'est normal qu'elles reviennent à la communauté urbaine, Monsieur Emery. Il n'y a rien de me choque là-dedans. On n'est pas dans une prestation auprès d'une entreprise privée. Ça, c'était les délibérations 13 à 16, on va dire. Il y a des observations sur les délibérations suivantes? Monsieur Emery. Sur la numéro 19, mais donc non, je ne vais pas faire d'observation puisque vous me dites que les questions qui ont été posées vont nous être données. Ce sera également, ça tenait au coût des stations d'Ecavelli, parce que les ajustements
On a vu qu'il y avait un montant d'1,4 million d'euros, mais on n'a pas le détail entre les 10 stations, entre la baisse de la vitesse commerciale, entre le vieillissement du parc. Donc c'est quand même, je pense, intéressant politiquement de savoir combien coûtent ces Vélib, mais nous attendons les réponses. Et alors, sur la 20, nous avouons notre incompréhension. Et vous avez en partie, je dirais, apporté de l'eau à notre moulin en prenant la parole tout de suite après mon premier propos. Donc, il y a une délibération qui dit projet de restructuration et d'amélioration du réseau DK+, réalisation d'une infrastructure. Bien, ça va. Et donc, les modalités de la concertation, elle se déroulera du 5 janvier au 30 mai 2015. Bon. Et alors on se dit à ce moment-là, on est dans le cadre de l'amélioration des recherches sur la mobilité, mais à quoi servent? Donc, je veux dire, il y a déjà des réunions, vous venez de parler de ces réunions qui avaient réuni jusqu'à 600 personnes. Alors, je le dis parce qu'il y a eu, je pense, c'est 474 000 euros pour test, pour l'étude. On a trouvé qu'elle était chère. Je pense qu'on a voté pour cette étude qui permettait justement de donner une base statistique. Et puis quand on regarde les décisions prises par le président, entre la décision 34 à Marine Communication, c'est hors taxe 64 000 euros, à Apidé, ça doit être 137 000 euros. On se dit que la concertation qui est menée actuellement, ces 9 réunions dont vous nous avez parlé, plus l'étude auprès des ménages, on est quand même à 728 000 euros. Donc on va déjà mettre au pot 728 000 euros. Alors on sait que le bus gratuit va nous coûter, mais on paie déjà en avance. Et vous nous annoncez en plus une délibération avec une nouvelle concertation du 5 janvier au 30 mai. Donc on est interloqué, je le dis franchement. Et nous avons l'idée, mais nous ne sommes pas, nous, à l'exécutif, que nous aurions intégrer la concertation que vous menez dans le cadre de ce projet de restructuration. Voilà la proposition qui est faite en même temps que la demande, mais merci de votre réponse par avance.